Professeur Mateta, pour revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le soulèvement populaire, les événements qui se sont passés le 19 septembre, nous avons vu nos frères perdre leur vie, mais il y a eu aucune action menée en justice contre ces événements-là. Si on vous suit très bien, c'est que les Congolais ne doivent pas sortir lorsque on les fait appel par les opposants. Ils ne doivent pas sortir, ils doivent rester à la maison et attendre à ce que les actions que vous menez puissent aboutir à quelque chose. Évidemment, si une personne qui est aujourd'hui dans le système dit au peuple de sortir, c'est qu'il y a un intérêt derrière pour lui. La preuve aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pris des avocats pour attaquer les occupants qui ont massacré toutes ces personnes qui sont sorties spontanément? Il n'y en a aucun qui a pris un avocat. Il n'y a aucune action en justice qui a été menée aujourd'hui. Pas que pour ça, les massacres de Makobo là, en 98, les charniers des Maluku, ce qui s'est passé au mois de janvier. Et tous les jours, on a des massacres, mais ces gens-là, s'ils étaient vraiment, comme ils disent, contre le système qui est en place, premièrement, ils touchent des millions, ils sont financés, il y en a qui sont financés par George Soros, ils touchent des millions, ils peuvent mener des actions. Vous connaissez certains qui sont financés Fayoulou, Kamere étaient invités par George Soros lors du sommet Afrique-Amérique. Ils sont financés par lui. Ça, c'est n'est que pour personne. On l'a vu, ils sont financés par lui. Ils peuvent, avec l'argent qu'ils touchent, les sommes qu'ils ont, ils peuvent sur place, s'ils ont vraiment l'amour du Congo, s'ils sont contre ce système, ils peuvent déjà commencer à faire du prosélytisme en créant des restaurants du cœur comme ça existe ici, des dispensaires pour soigner les Congolais. Ils peuvent aller soigner et porter assistance aux Congolais qui ont été chassés du Congo-Brazzaville, recueillir les réfugiés qui viennent de l'Est. Ils ne le font pas. Ils sont dans le système. Ils sont dans le système et ils attendent. Ils n'ont pas eu une formation pour aimer le Congo, pour défendre le Congo. Ils ne connaissent pas le caractère sacré de cette terre-là. Ils ne le connaissent pas. Ils sont là pour la souiller. Merci. Pour revenir à Papa Moulopo, nous avons appris que vous avez été sollicité pour présider le Parlement du Congo libre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, c'est un forum des Congolais, intellectuels, combattants, résistants, un forum. Nous avons convoqué la réunion, nous avons réfléchi par rapport à ce qui se passe au Congo. Nous disons, vous voyez ce qui se passe au Congo. À 2 reprises, ils ont créé un parlement. Il y a 500 députés. Sur les 500 députés, on ne trouve personne qui soulève même le doigt pour dire qu'il y a ça ne va pas au Congo. Personne, sur les 500 députés, et comptez les 120 sénateurs qui n'ont même pas été élus. Personne ne soulève même le doigt. Donc, nous avons constaté que le Parlement là, à Kinshasa, c'est un Parlement de collaboration, de collabos. Donc, rien ne sortira de ce Parlement-là pour le peuple congolais. Et le peuple a soif de savoir, a soif de connaître ce qui se passe dans leur pays. Et à l'extérieur, les Congolais ont dit qu'il faut créer un Parlement libre pour que les Congolais de l'intérieur puissent suivre le débat, comment le débat va se passer à l'intérieur du Parlement du Congo libre ou le Parlement libre du Congo. Donc les vrais débats qui devraient se passer à Kinshasa vont se transmettre à l'extérieur, on va débattre et le peuple va suivre les débats. Et les résolutions qui seront prises par ce Parlement-là, et les mots d'ordre vont commencer pour mettre le mécanisme en marche pour liquider l'occupation.
Est-ce que tout le monde peut rejoindre ces parlements? Est-il ouvert pour tout le monde ou c'est limité que pour les combattants et les militants? La majorité sont les combattants et les militants. On verra quels chiffres mettre pour les autres qui viennent nous donner un autre discours. C'est un parlement démocratique. Voilà. Vous avez une idéologie derrière ce parlement? Non. Notre idéologie, notre but premier, c'est renverser l'occupation. Dès que l'occupation sera renversée, on va mettre les mécanismes en marche pour conduire le pays vers de nouveaux horizons où il y aura la véritable démocratie du peuple. Mais ce n'est pas parce que la démocratie, telle que nous l'entendons à l'Occident, a échoué au Congo. Complètement échoué. On ne peut pas aujourd'hui au Congo prendre un modèle démocratique de l'Europe. Parce que en 60, on a passé par des élections libres et démocratiques. La majorité a gagné, mais on a vu avec l'Occident, c'est la minorité qui a dirigé le Congo. Et c'était un choix de l'Occident ou c'était un choix de la majorité qui avait gagné? Non. Parce que nous, dans l'histoire, nous avons appris que la majorité, c'était Lumumba, qui avait gagné les élections. Mais lui, il a préféré donner la direction du Congo, du pays, à Kasavubu parce qu'il était un aîné. C'est ce que nous avons appris. Non, lui était majoritaire. La majorité, c'est au Parlement. Quand il fallait choisir un président de la République, Lumumba dit, lui, il va diriger le gouvernement. Parce que le gouvernement sera contrôlé par le Parlement. Et Kasavubu, lui, le doyen, il dit, vous passez président de la République. Vous voyez, Lumumba n'a pas cédé le pouvoir. Lumumba veut le pouvoir. Et même quand on a essayé de le révoquer, on est parti de nouveau au Parlement. Le Parlement lui a accordé la majorité, et donc la confiance et le plein pouvoir. Vous voyez, mais là, on va entrer dans un autre débat, mais Lumumba a été liquidé par l'Occident. Ce n'est pas un secret. Donc l'Occident a liquidé Lumumba et la démocratie au Congo. C'est comme ça nous luttons nous, pour la restauration de la vraie démocratie qui a été assassinée par l'Occident. D'où nous ne pouvons pas prendre le modèle occidental de la démocratie. Non. Il y a notre propre démocratie populaire, réelle, qui existe. Comment nos ancêtres se dirigeaient à l'époque, soit dans le royaume Congo, Luba ou aux Andes, il y avait une démocratie. Alors, nous allons revenir sur cette démocratie-là, qui est réelle. Par contre, la démocratie occidentale, on a vu que cette démocratie-là a échoué au Congo. Professeur Mateta, vous avez quelque chose à dire? Non, je rejoins tout à fait, parce que on a l'impression, non seulement on a l'impression, mais on a constaté, en fait, les institutions qu'on met en place dans nos pays, c'est pour tromper le peuple. C'est pour mieux instaurer une dictature. C'est du jamais vu. Un président avec 4 vice-présidents et plus de 40 ministres. Une année, je me souviens en Côte d'Ivoire. Et 500 partis politiques. Alors, le nombre de partis politiques, c'est pas. En France, on en est à 230 et quelques partis politiques. C'est pas vraiment le nombre de partis politiques. Si ça peut être des lieux de réflexion, après, voilà. Mais je pense que à un moment donné, avec une loi électorale, on pourra se retrouver peut-être qu'avec 2, 3 grands blocs au Congo, comme aux États-Unis. On parle que du Parti démocrate et du Parti républicain, mais il y a d'autres partis politiques. En France, si on regarde, on parle de quel parti? On va parler de l'UMP, on parle du PS, on parle de l'UDI. Alors, on va parler du Parti communiste, mais bon, le Parti communiste aujourd'hui vit beaucoup parce qu'il y a des alliances avec le PS, les écologistes aussi.
On a vraiment 3 grands blocs. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le mode électoral, il y a aussi une population qui est politisée. Donc les partis, comme on l'appelle, du ventre au Congo, vont s'y dissoudre d'eux-mêmes. Donc je pense qu'à un moment, il y aura des blocs qui vont s'instituer. Les gens pourront dire, oui, moi j'ai un parti républicain. Vous allez regarder, il y a que 2 personnes. Donc il n'ira pas loin, il va s'appeler parti politique. Si on regarde dans les 232 partis politiques au Congo, vous avez souvent une personne, ils sont peut-être 9 dans le parti, ils ne font pas grand-chose, ils cherchent juste à se rapprocher du pouvoir d'occupation. Mais je pense que ça c'est un problème qui va se régler. Il n'y aura pas 200 ou 100 partis politiques, peut-être pas plus de 10 quand il y aura vraiment la vraie libération, parce que les gens ne seront plus dans cette aliénation. Et je pense que ces systèmes politiques qu'on nous impose permettent justement aux dictatures d'émerger. 4 vice-présidents, plus de 40 ministres, et je disais au fait, Boigny Nané avait nommé un premier ministre qui avait 40 ministres, on avait dit Ali Baba et les 40 voleurs. Donc là, on avait plus de 40 voleurs dans le gouvernement. Donc c'est vrai que c'est un système qu'on doit revoir et voir et en fait réfléchir à la façon de diriger nos pays. Nous avons des systèmes qui ont existé dans nos pays, mais qui existent toujours dans nos villages. Comment nos chefs coutumiers gèrent. Alors on dit toujours, élection, vous n'avez pas le droit de faire 2 mandats. Je rappelle qu'au Vatican, le pape, quand il fait son mandat, il peut rester 50 ans au pouvoir. Hein. On ne dit pas que le Vatican est une dictature. Voilà. Je connais un représentant d'Aloula, dans la ville où je réside, qui me disait, Aloula veut devenir président, mais veut juste faire un mandat. Je lui ai dit, moi, si j'étais dans votre système de collaboration, je n'irais pas dans le parti d'une personne qui me dit qu'il veut être président pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 5 ans? Un pays comme le Congo. Il va le développer en 5 ans. Tout ça, c'est des discours hypocrites pour permettre aux personnes d'instaurer un peu plus ce système corruptible, où il y a la corruption qui règne, où il y a la corruption acceptable, la corruption à l'amiable, tout le monde accepte ça. Non, il faut un vrai système, s'il faut qu'il n'y ait que 2 partis politiques, mais avec un système démocratique réel, on le fera. Une année en 77, je crois que Papa Moulopo peut me corriger, Mobutu avait instauré la liberté de se présenter aux élections. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Tshisekedi Moulumba comme député, alors qu'il n'était plus un MPR, par exemple. Mais il y avait des élections sous Mobutu. Les maires s'affrontaient. Je suis du MPR, l'autre est du MPR, mais élection, entre nous deux, on fait des débats. Après, ça dépend comment les élites qui sont à la tête de ces partis veulent diriger un pays. Quand on dirige un pays, c'est pour le bien de la population. Et quand on parle d'hommes, on ne va pas me faire croire qu'une personne devient voleur quand il devient ministre. On est voleur. On est déjà voleur et après on veut être ministre pour voler un peu plus. Les discours de dire oui, vous tenez des bons discours, mais vous allez peut-être faire la même chose. Non, on le voit déjà dans la résistance ou dans le combat qu'on mène aujourd'hui, les personnes qui demain, lorsqu'ils auront des postes, leur premier geste, ça sera d'acheter des Rolls-Royce. On le voit déjà, ces personnes, on les connaît, on les voit. Les Congolais ne vont pas faire semblant de dire qu'on ne le savait pas. Ils les connaissent aujourd'hui. Voilà. Plus que 10 minutes pour finir. Papa Moulopo, vous avez été membre du gouvernement zaïrois en exil avec ses réussites et ses échecs. Est-ce que vous espérez travailler de la même manière que vous avez investi dans ce gouvernement zaïrois pour ces parlements? Est-ce que vous avez la même volonté, la même détermination et la même pêche pour ce parlement qui vient de s'écouter? Nous avons la même volonté, la même détermination, mais nous allons profiter de l'expérience du gouvernement zaïrois en exil à l'époque, de cette expérience-là et du carnet d'adresse du gouvernement zaïrois en exil. Nous allons glisser ça dans le Parlement libre, dans le Parlement du Congo libre. Oui. Donc nous allons glisser ça. Cela fait partie de l'expérience et nous allons prendre de nouvelles directions, de nouvelles orientations pour arriver à notre objectif, chasser
les occupants et reprendre le Congo libre. Dans l'actualité, nous avons vu la mort de l'ancien premier vice-président, Zaïd Ngoma. Un mot par rapport à sa personne et à cette triste nouvelle. Bon, c'est une triste nouvelle. C'est un être humain. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec lui presque pendant 4 ans. J'étais son vice-président de la plateforme, le camp de la patrie. Mais en conclusion, à la fin, j'ai claqué la porte, pas en secret, en public, lors d'une assemblée. J'ai claqué la porte, j'ai dit halte, je ne peux pas continuer avec des collabos. Parce qu'il était question de choisir entre les 2 candidats qui sont restés aux élections. Ou Hippolyte Kanambe, rwandais, ou Jean-Pierre Bemba. Et en pleine assemblée, que notre plateforme devrait décider, Ngoma nous parle de la neutralité. Moi, j'ai dit non. Entre un Congolais et un étranger, vous dites neutre, donc vous êtes collabo. Et j'ai claqué la porte là. Donc, il est mort, mais c'est un collabo. Ok, ben merci. Vous avez quelque chose à dire? Il y aura il y a un devoir de mémoire. Alors les Congolais n'ont pas ce devoir de mémoire. Je pense qu'à l'avenir, lorsque le Congo sera libre, il va falloir ériger ce mur qu'on appellera le mur de la honte. Le mur de la honte avec les noms de toutes ces personnes qui sont engagées dans la voie de la collaboration. Le mur de la honte. Ça c'est quelque chose que nous devons faire, pour qu'on n'oublie pas. Le Congolais a souvent tendance à oublier, et c'est dommage. Donc là, ça serait bien d'ériger ce mur, le mur de la honte, avec les noms des collabos, ceux qui ont détruit le Congo pendant des années. Et pour finir, nous allons parler d'un sujet, nous ne savons pas les situer. Est-ce que c'est une nature? Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que voilà, c'est la volonté, c'est la nature humaine même. Les sujets sur le fait que le Congolais soit passif, l'inaction de plusieurs Congolais, serait-il une nature même de l'homme congolais, ou c'est une conséquence? Parce qu'on voit plein de gens, on a vu les cas de Burkina Faso, les gens se sont levés pour lutter, pour les soulèvements populaires et tout, et jusqu'à ce qu'il y ait eu des changements concrets. Mais dans les cas de Congo, on voit que les jeunes qui sortent, et peut-être qui sont même pas conscients de la situation, qui sont là juste parce qu'ils veulent sortir, mais les conscients, les gens qui sont dans les systèmes même, ou qui connaissent la vraie réalité de ce qui se passe, ne réagissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre nature de fuir la réalité, ou de rester passif face aux difficultés, ou c'est une conséquence? Est-ce que vous pouvez un peu répondre à cette question que tant de Congolais nous posent? Je parle un peu, je vais laisser la parole à Mateta. Il dit d'abord, c'est une conséquence. Conséquence de la politique coloniale et une conséquence de la politique néocoloniale. La politique coloniale a été menée par les Belges avec des objectifs bien précis. Il ne faut pas que le Congolais soit réveillé sur son propre pays, que le Congolais puisse savoir ce que son pays peut produire comme matière première. Le principe du colonialisme, c'était laisser les Congolais ignorants. Et ils ont réussi à placer de nouveau un néocolonial au pouvoir, Mobutu. Pendant 37 ans, il a régné avec un bâton, et il a anéanti le peuple pour que le peuple accepte sa politique, la politique néocoloniale. Donc, pendant presque 40 ans, nous avons vécu dans l'obscurantisme. Donc c'est maintenant, une minorité se réveille pour réveiller le peuple, c'est maintenant. Donc ce que nous faisons,
Ce que les autres font pour réveiller le peuple congolais aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Et c'est un travail qui nous coûte cher. Mais c'est un vrai travail. Parce que quand ça va donner ses fruits, il faut dire que les fruits seront mûrs et bien pour consommer. Par rapport à cette question, alors, moi j'ai toujours honte de dire que c'est en 98 je suis que le Congo était producteur de pétrole. C'est grave, hein. J'étais étudiant, c'est en 98 que je l'ai su. Et je ne savais même pas en 98 qu'il y avait du coltan au Congo. Vous voyez, comme c'est grave. Donc il y a vraiment cette aliénation, mais ce n'est pas dans la nature des Congolais, parce que les Congolais ont fait des grandes batailles, la bataille d'Ambula, il y a eu des grands chefs comme Ngala Mouloumé, les Maï Maï au nord Katanga, lorsqu'ils ont commencé, la seule révolution paysanne d'Afrique, ou même la première, menée par Pierre Moulélé. Ngonga Lutete, lorsqu'il s'est rendu compte de sa condition d'esclave, s'est rébellé contre Tipo Tip, s'est rébellé aussi contre les Belges, le chef Misri. On a eu beaucoup de batailles au Congo contre les colons. Sous Mobutu, il y a eu aussi beaucoup de tentatives, mais sauf qu'on n'en parle pas beaucoup. Le Congolais n'est pas par nature un aliéné. Il est devenu, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, un travail de longue haleine, et puis on a des hommes politiques qui sont des agents, dont le travail consiste à endormir le Congolais. Si un homme politique arrive et dit, dormez comme des bébés, ça veut tout dire. On connaît déjà sa position. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui font l'effort d'amener les Congolais, la majorité des Congolais, vers ce réveil. Et il faut en faire partie. Voilà. Donc, merci à vous. Pour finir, on va parler d'un dernier sujet qui nous touche tous en tant que Congolais, où que nous soyons, quoi que nous fassions et tout. C'est un sujet qui nous touche aujourd'hui, c'est le sujet du génocide des Congolais qui n'est pas encore reconnu en tant que tel, et on voit beaucoup de gens lutter pour cette situation-là qui est vraiment tragique. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que Congolais, lorsque on vous parle de viols et de situations qui se passent à l'est du Congo, de massacres? Quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous faites en tant que Congolais, sachant que vous êtes très loin de ces frères qui sont touchés, qui sont massacrés, mais dans votre petit monde, comment canalisez-vous ces chocs? Comment faites-vous pour résister ou pour vous en sortir et garder encore espoir et continuer la lutte? Alors, Umoja Congo a été créé, on est deux à l'avoir créé. L'objet principal de Umoja Congo, c'est la lutte contre le viol massif des femmes au Congo. Alors, la première réunion que j'avais organisée, le premier événement auquel j'ai assisté, c'est la fête de l'humanité. Il y a quand même près de 700 000 personnes, donc on a fait le nécessaire pour sensibiliser les personnes par rapport à cette situation. J'ai assisté aux assises féministes à Orléans en 2013, où les élus de gauche discutaient d'une loi contre les violences faites aux femmes. Alors, j'ai entendu tout le monde. Alors, on n'a pas les mêmes préoccupations que les féministes en France, ou les élus qui veulent mettre cette loi. Moi, je leur ai tout simplement dit, si vous voulez que cette loi ait de la consistance, soit une vraie loi pour défendre les droits humains, cette loi ne doit pas être limitée dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne qui a été victime de viol, une femme qui a été victime de viol au Congo, puisse porter plainte dans n'importe quel territoire, dans tous les coins du monde. C'est-à-dire, qu'elle reconnaisse ou pas son bourreau ici, il faut qu'on puisse poursuivre son bourreau où qu'il soit. Moi, c'est la proposition que j'avais faite aux assises féministes. Et dans l'association Umoja Congo, on est très clair par rapport à ça. Vous adhérez à l'association, on vous voit en train de battre votre femme,
bah, vous êtes viré. Voilà. On veut qu'il y ait ce principe. Parce qu'on estime qu'au Congo, les occupants et leurs exécutants sur place ont touché à ce qu'il y a de plus sacré chez nous, dans notre civilisation congolaise. La destruction de la famille à travers la femme. Et ça, c'est quelque chose qui a été instauré il y a des siècles. Donc, nous, on fait ce travail de sensibilisation, de conscientisation. Donc, on espère que les autres Congolais le font à leur tour. Parce que moi, j'ai toujours été choqué de me rendre à une manifestation organisée par des Congolais, où il y a 10 000 personnes contre les viols des femmes. Et juste avant la manifestation, un Congolais qui fait la sécurité dans la manif, et qui est un militant, voulait taper une femme. Voilà, une petite dispute, voulait frapper la femme, mais elle était vraiment agressive, voulait le faire. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on fasse très attention. Nous, on a, en tant que Congolais, on a une mission. Et ben, je vois, vous, vous êtes férus de lecture, vous aimez bien lire Frantz Fanon. Eh ben, nous, les Congolais, notre mission, depuis que les Congolais ont commencé à mettre les pieds en France dans les années 80 pour fuir la dictature de Mobutu, la misère économique et d'autres, pour être des réfugiés politiques, parce que c'est des vrais militants politiques, notre mission, même il y en a, la majorité l'ont oublié, ils pensaient que la mission, c'était de venir bien vivre en France et après construire des flats ou alors envoyer des mini-bus pour faire du transport et gagner de l'argent. Non, notre mission, c'est la libération du Congo, la terre sacrée des dieux. C'est ça notre mission. Il n'y en a pas d'autre. Moi, je trouve que c'est inadmissible que ce soit en 98 que j'ai su qu'il y avait du pétrole au Congo. Donc c'est pas normal. On a une mission, on doit l'accomplir. Et si on essaye de s'échapper de cette mission, ben, elle nous suivra. Et on doit être les tambours majors de la résistance et de la libération du Congo. Il n'y a que ça qui doit être important pour nous. Et rien d'autre. Merci. Merci à vous. Papa Moulopo, un dernier mot, un dernier message à passer aux Congolais. Moi, ce que je vais demander aux militants, aux camarades, c'est le moment de se mobiliser, de saisir l'occasion d'aller au combat. Le combat que nous allons faire, qui va se dérouler au Congo, c'est le dernier combat. C'est la patrie ou la mort. Pour nous, révolutionnaires, la mort, qu'elle soit pour nous la bienvenue. Mais l'essentiel, la patrie gagnera. Je vous remercie et on s'est dit à très bientôt. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ces moments vous seront riches et que vous n'hésiterez pas à nous faire des retours. N'oubliez pas de nous appeler et de nous contacter si vous avez des questions et que vous voulez aussi participer, pourquoi pas, au Parlement du Congo libre. Il y a les coordonnées juste en bas que vous aurez. Vous pouvez appeler et contacter. N'hésitez pas. Merci à vous. Bonne soirée.